Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je m'appelle Frédéric Fogassi, je suis directeur des études à la Fondation Charles de Gaulle et avec Arnaud Tessier, donc président du conseil scientifique, nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Maurice Weiss pour son ouvrage, cette belle réédition donc du Putsch d'Alger aux éditions Odile Jacob. Alors, le putsch d'Alger, pas le putsch des généraux, c'est quelque chose de significatif sur lequel on reviendra. C'est un ouvrage qui est réédité pour la 3e fois. La première fois, c'était en 1983. C'était l'année d'après ce moment où François Mitterrand a rétabli dans leur grade et décoration donc les 4 généraux, le carteron de généraux d'avril 1961. Puis l'ouvrage a été réédité en 2011 et cette fois-ci, c'est une réédition qui fait l'objet d'un travail important et que du coup, nous avons très envie de vous donner envie de lire, et ce pour plusieurs raisons. Je vais y venir, ce qui me permettra de présenter à la fois l'ouvrage et l'intervenant, donc Maurice Weiss. Déjà parce que cet ouvrage se base donc sur l'ouverture ou la refermeture d'ailleurs, de nouvelles archives, des archives publiques, mais aussi peut-être surtout justement des archives privées. On est aujourd'hui donc 60 ans après ce putsch, et donc bien certains témoignages commencent à se manifester, certaines paroles peut-être se libèrent, et donc cet ouvrage propose des sources inédites. Par exemple, un très beau texte de Pierre Racine, l'ancien directeur de cabinet de Michel Debré, qui est publié en annexe. Peut-être aussi parce que Maurice Weiss, justement, grand spécialiste des relations internationales, eh bien, revient à ce travail après avoir fait le tour de l'ensemble de la politique étrangère du général de Gaulle. Pendant la tournée des Popotes, j'y pensais justement en le lisant, de Gaulle disait aux militaires « l'Algérie n'est qu'un des endroits où la France aura peut-être à s'engager ». Or, Maurice Weiss a travaillé sur la politique étrangère en général du général de Gaulle avec son ouvrage matriciel, La Grandeur. Il a travaillé sur le nucléaire, il a travaillé sur la décolonisation avec un ouvrage récent d'une dizaine d'années avec Philippe Poulmont pour cette maison sur la décolonisation de l'Afrique subsaharienne. Bref, quand le général de Gaulle dit qu'il est engagé sur plusieurs fronts, et pas seulement sur le front algérien, s'il y a une personne qui peut bien le comprendre, de par son travail d'historien, c'est précisément Maurice Weiss. D'ailleurs, Maurice Weiss a été lui-même président du conseil scientifique de cette maison à la fin des années 90. Et enfin, je dirais qu'il y a dans cet ouvrage une dimension personnelle qui se manifeste notamment par une belle conclusion, un texte d'égo-histoire, puisque Maurice Weiss, vous l'avez un peu vécu finalement, ce putsch, c'est aussi un petit peu votre histoire. Vous êtes né à Alger, vous avez connu intimement ces événements, et donc ce travail d'égo-histoire, c'est quelque chose qui est toujours extrêmement marquant, parce que ça nécessite une grande humilité de l'historien, justement, par rapport aux archives, par rapport à ses souvenirs, mais c'est aussi finalement quelque chose d'extrêmement précieux. Ce que nous donne cet ouvrage, c'est aussi l'état d'esprit de la population algérienne. C'est pour ça que je parlais de putsch d'Alger et non pas de putsch des généraux. Et effectivement, finalement, le caractère même, les motivations des putschistes nous apparaissent ici peut-être donc selon un jour un petit peu nouveau. Souvenons-nous que le général de Gaulle lui-même finalement écrivait dans les Mémoires d'espoir que les motivations des putschistes n'étaient pas toutes de bas étage. Bref, cet ouvrage rend compte finalement de la complexité du putsch et peut-être justement qu'il évite une dichotomie trop simple et trop manichéenne, vainqueur, vaincu finalement, que de Gaulle lui-même sans doute aurait récusé. Il y a 4 temps dans cet ouvrage, sur lesquels on va revenir. D'abord un récit extrêmement détaillé et extrêmement informé des événements justement. D'autre part une généalogie qui est extrêmement intéressante justement sur la relation entre l'armée et la République, avec au fond finalement une question obsédante. De Gaulle en 1940, c'est le militaire qui entre en politique. Mais comment ensuite peut-on demander à l'armée finalement de s'abstenir d'intervenir dans la politique, et en particulier comment le faire après la crise du 13 mai 1958 qui, on va le voir justement, constitue une référence tout à fait récurrente chez les putschistes et en particulier chez le général Schall, donc leur leader. Ensuite, un chapitre absolument passionnant que vous avez intitulé « Le putsch aurait-il pu réussir ?»
Il est passionnant parce qu'il explique à la fois les faiblesses stratégiques des putschistes, mais finalement, il nous place également au cœur de ce qu'est un putsch. Un putsch qui fait un seul mort, un putsch au cours duquel il ne va y avoir quasiment aucun coup de feu d'échanger, et un putsch au cours duquel finalement, à la fois l'absence de stratégie des putschistes et au contraire la vision stratégique immédiate du général de Gaulle, sa capacité à tout de suite saisir la nature et les intentions des putschistes, sa capacité aussi à parler et à agir au bon moment, vont avoir un rôle tout à fait décisif dans un dénouement somme toute rapide, puisque c'est une affaire qui dure 4 jours et 5 nuits. D'où finalement cette question qu'on abordera ensuite, est-ce que le putsch a véritablement fait trembler la République sur ses bases? Est-ce qu'il a été un tournant majeur dans l'histoire de la Ve République? C'est une question qui mérite réflexion. Et enfin, un dernier temps, c'est effectivement ce dont je parlais, cet exercice d'égo-histoire, après une réflexion sur les conséquences du putsch, finalement, le rapport des acteurs à l'événement, cette belle conclusion de Maurice Weiss, et ce texte inédit de Pierre Racine. J'aurais tendance à dire que ces deux seuls textes, donc, qui sont inédits et qui sont liés à cette réédition de 2011, nécessitent à eux-mêmes l'achat et la lecture très attentive donc de cet ouvrage. Alors Maurice Weiss, donc, je serais tenté de partir d'une question un petit peu globale. Récemment, vous étiez interviewé par Le Monde pour votre ouvrage. On vous a demandé quel était l'apport récent des archives, comment est-ce que finalement ces 30 années de recul par rapport à la première édition avaient fait évoluer votre point de vue, et vous avez répondu que ce qui vous avait frappé, c'était la porosité de la hiérarchie militaire vis-à-vis des chefs du complot. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression? Est-ce que ça veut dire que le putsch aurait pu véritablement constituer un soulèvement massif de l'armée, donc peut-être qu'il aurait pu réussir? Ou est-ce que ça veut dire, au contraire, que les putschistes ont quelque part exprimé une sensibilité qui n'était pas forcément minoritaire dans l'appareil militaire de l'époque, même si évidemment beaucoup ont répondu par une forme d'attentisme, et que du coup c'est véritablement le rôle du général de Gaulle qui a été décisif dans la résolution du putsch? Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation qui est tout à fait remarquable en elle-même, cette analyse très pertinente. J'aborderai donc la question par le biais des archives. Même dans cette troisième édition, j'ai utilisé des archives dans le corps même du texte, outre l'épilogue personnel, en partie personnel, et le texte de Pierre Racine, j'ai truffé le contenu qui était celui de l'édition de 2011 par de nouvelles références archivistiques, tant il y a de sources nouvelles à exploiter. Et je suis particulièrement concerné par le fait que des archives sur ce sujet, on en trouve beaucoup. Et je suis certain, bien qu'ayant essayé de les voir toutes, je n'ai pas tout pu exploiter, tellement il y en avait. Et deux remarques. D'abord, je signale qu'il y a un certain nombre d'archives qui ont disparu. Certaines ont été brûlées, certaines ont été détruites volontairement par des putschistes. D'autres existent peut-être quelque part et je ne les ai pas trouvées. D'ailleurs, cela concerne en partie des hommes politiques, des archives d'hommes politiques. Où sont-elles et que disent-elles du putsch? Comme vous l'avez vu, j'ai interrogé Georges Bidault, Jacques Soustelle, etc. J'ai leurs lettres, j'ai leurs réponses, et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un blanc. On aimerait en savoir un peu plus sur les liaisons entre les putschistes et les hommes politiques. En ce qui concerne le point que vous abordez, c'est-à-dire la porosité de l'attitude des chefs militaires loyaux par rapport aux chefs militaires putschistes, je dirais que c'est absolument ce qui m'a frappé dans cette affaire-là, c'est de constater combien ceux qui avaient tenu bon, ceux qui étaient restés loyaux, il n'y en a pas beaucoup, hein, il faut bien le dire. Loyaux, je veux dire, qui ont essayé d'échapper aux putschistes, qui ont tenu bon jusqu'au bout, etc. Eh bien,
ce sont des hommes extrêmement proches du général de Gaulle, assez souvent compagnons de la Libération, qui ont été avec lui souvent dès juin 40, et voilà des hommes qui manifestent au cours de l'année 1960 leur incompréhension et même leur désaccord avec la politique du général de Gaulle concernant l'Algérie. En disant ça n'était pas cela qui était prévu, cette politique n'est pas celle que vous aviez suggérée, c'est pas celle que nous soutenons, et par conséquent, ils le disent, ils l'écrivent. C'est une des trouvailles, en effet, de cette 3e édition, de constater que le général Vézinet, le général Crépin, des gens qui sont extrêmement proches du général de Gaulle, expriment leur désaccord en disant non, ça ne va pas, vous nous faites aller là où ça n'était pas prévu, et en particulier, il y a un moment très fort, c'est que avant le référendum du 8 janvier 1961, de Gaulle et Michel Debré essayent de prévoir l'avenir. Ils savent que le référendum va être gagné, et par conséquent, ils prévoient l'avenir. Et ils font passer au haut commandement en Algérie des notes très secrètes pour prévoir ce qui va se passer. Et en particulier, l'une concerne l'interruption des opérations offensives. C'est-à-dire l'idée que, pour faciliter les négociations qui vont avoir lieu, il faut que l'armée française arrête de faire des opérations offensives, c'est-à-dire qu'elle reste en quelque sorte l'arme au pied, et que ça ne soit pas du tout les couteaux au vestiaire de 58 pour les rebelles, mais c'est les couteaux au vestiaire pour l'armée française. Alors ça, les généraux explosent et disent non, ça c'est pas possible, c'est donner la victoire aux vaincus. Ils ont la conviction qu'ils ont gagné la guerre, ou qu'ils vont la gagner, et que voilà, on va arrêter les opérations, et évidemment ce qui va se passer, c'est que la structure politico-militaire du FLN et la LN vont reprendre le dessus. Alors finalement, la force du général de Gaulle, c'est de réussir progressivement à imposer sa vision de l'Algérie, alors que au sein même de l'État, il y a des gens qui finalement sont pas du tout en désaccord avec sa ligne. Ce qui est absolument fascinant, c'est que on voit qu'au sein même des cabinets ministériels, au sein même de l'état-major, il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec la ligne suivie par le général de Gaulle, et que finalement l'État, il fait cohabiter ces deux lignes. Vous citez l'exemple de Pierre Racine, qui est sans doute, bien plus favorable aux négociations avec le FLN que son ministre, dont il est le directeur de cabinet, Michel Debré, finalement. Donc finalement, sur qui peut s'appuyer de Gaulle? De Gaulle est très seul. C'est une des conclusions que je tire de cette affaire-là et que je montre. Il est vraiment tout à fait seul. Et d'ailleurs, ça correspond assez bien à la description qu'il fait de l'homme de caractère. L'homme de caractère qui est seul, l'homme de caractère qui ne se répand pas en paroles inutiles et par conséquent qui est obligé d'affronter tout seul la tempête. Alors, en effet, il y a des désaccords extraordinaires entre les personnes qui touchent de près au général de Gaulle. Et alors, la seule chose qu'on puisse lui reprocher de ce point de vue-là, c'est le fait précisément de son ambiguïté dans ses paroles, de son silence à certains moments, parce que ce que demandent ses subordonnés, ce que demandent les hauts fonctionnaires, le personnel militaire, etc., c'est qu'ils disent où il veut aller. Mais alors, et ça, c'est évidemment le cercle vicieux, oui, il peut pas. C'est que De Gaulle ne sait pas où il veut aller. Il n'en sait rien. Il a une vague idée de ce vers quoi on va aller, mais les détails, les modalités, il n'en sait rien, parce que il n'est pas le seul maître du temps. Et on va le voir, le maître du temps, c'est le temps d'abord, parce que la grande affaire, et je m'excuse si je vais au-delà de la question que vous avez posée, Frédéric, c'est que pour De Gaulle, et surtout pour Michel Debré, le critère absolu, c'était d'avoir le temps de mettre en place une nouvelle Algérie.
c'était la possibilité de préparer l'Algérie à être autre chose que l'Algérie française, une Algérie algérienne, mais avec toute une série d'autres éléments, les éléments français, etc. Or, et c'est ça le grand problème qui se pose à De Gaulle, c'est que le temps lui manque et que on le voit parfaitement à partir, je dirais, de fin décembre 1960, début 61, il sent que tout cela lui échappe et que peu à peu, il va y avoir une cavalcade vers la négociation et vers, au fond, un certain nombre de reculs dans les négociations qui vont commencer. Et De Gaulle est extrêmement inquiet, extrêmement préoccupé de ce qui se passe. Et c'est vraiment la question du temps qui joue là. Il ne va pas pouvoir faire exactement ce qu'il veut. À partir d'un certain moment, il veut s'en débarrasser. C'est clair. Pardon, Non, je vous en prie. Oui, justement, parce que c'était un point, on anticipe un peu sur lequel je voulais vous interroger. D'abord, est-ce que ce n'est pas une constante chez De Gaulle dès l'origine, puisque dès les années 50, il est obsédé par son âge, par le fait qu'il va manquer de temps. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui explique chez De Gaulle ce qui, dans votre essai d'égo-histoire, est important, cette dureté? Parce que est-ce qu'il peut véritablement, si j'ose dire, s'offrir le luxe à un moment donné de faire du sentiment, alors qu'il sait que le temps tourne, et le temps même de son existence, et qu'il a cette pression qui s'exerce sur lui avec une force énorme? Entièrement d'accord sur l'idée que pour De Gaulle, le temps joue toujours contre lui. Il a toujours l'impression qu'il va être rattrapé par les événements. Et Frédéric a bien voulu faire allusion à la grandeur. Il y a un exemple extraordinaire, c'est celui du Québec. Si De Gaulle crie « Vive le Québec libre », c'est évidemment parce qu'il sait qu'il va être rattrapé par le temps, et qu'il est rattrapé par le temps, et que il ne pourra pas retourner au Québec, il ne pourra pas retourner au Canada, et que par conséquent, dans ces conditions, il faut évidemment qu'il dise quelque chose que personne d'autre que lui ne pourra dire. Alors, en revanche, je ne suis pas d'accord sur la deuxième partie de votre argumentation. Bien sûr, il sait qu'il y a un problème de temps, mais sa dureté, elle est quand même extrêmement pénible à supporter quand, comme moi, on est pieds noirs. Je veux dire par là, lire ce qu'on lit dans les comptes rendus des conseils de ministres, où De Gaulle dit, après tout, si les pieds noirs ne sont pas contents, ils n'ont qu'à faire ce qu'on leur commande, et puis on leur offre d'ailleurs de rentrer, c'est déjà une bonne chose, etc. Non, je crois que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui a manqué, il y a une grosse lacune dans son discours. Il savait le faire. C'était un homme qui savait dire, quand il voulait le dire, il savait trouver les mots. Or là, il n'a pas trouvé les mots. Et en pire, et même pire, ça n'est pas une personne qui lui a dit, mais c'est 2, 3, 4, 5 personnes qui lui disent, mais écoutez, attention, il faut vous exprimer de telle sorte de faire passer les choses. Il faut expliquer la situation. Il faut montrer que nous allons accueillir les pieds noirs, les harkis, etc. Mais non, il n'en est pas question. Le discours est un discours d'une très grande dureté, et que ce soit Michel Debré, Pierre Racine lui-même, qui a un contact direct avec Charles de Gaulle, Georges Pompidou, etc., quand ils lui disent prenez les formes, dites un mot, faites. Et Christian Fouché qui est au contact en Algérie, et qui peut le dire, et Paul Delouvrier qui le lui dit. Et alors, le pire, c'est quand De Gaulle se moque de Paul Delouvrier, qui a eu un discours extraordinaire au moment des barricades. Je le sais parce que j'y étais, je l'ai écouté, Paul Delouvrier. Et quand Paul Delouvrier a touché les Européens d'Algérie, quand il a évoqué
son enfant, le petit Mathieu. Et que De Gaulle ridiculise ça, je trouve que c'est malheureux, mais en effet, il avait le temps contre lui, mais il aurait dû trouver les mots. Voilà. Alors parlons un peu des putschistes. Les putschistes aussi, quelque part, ont le temps contre eux, puisque à partir du référendum du 8 janvier 1961, la question qu'on peut peut-être se poser, c'est finalement pourquoi est-ce que le putsch arrive si tard? Mais quels sont leurs objectifs et quelle est leur véritable stratégie? Est-ce que c'est véritablement un putsch au sens où il s'agit de renverser la République? Non, alors d'abord, en effet, des coups de force, il s'en prépare toute une série. Des attentats contre De Gaulle, il y en a eu plusieurs qui ont été préparés et qui ne se sont pas déroulés. Et en particulier au moment du voyage extrêmement dangereux que fait De Gaulle en décembre 1960, et d'ailleurs contre l'avis du haut commandement militaire, qui lui dit, écoutez, franchement, c'est pas le moment de venir. Ben, De Gaulle y va quand même. Et il y a à ce moment-là, là aussi j'ai un souvenir très précis, non seulement des manifestations des Européens d'Algérie, mais pire, ce qui ne s'était jusqu'à là pas passé, des manifestations des Algériens musulmans, qui, excités par le FLN, etc., descendent dans les rues et il y a des affrontements dont la visite du général de Gaulle est évidemment l'occasion et en même temps le mouvement déclencheur. Parce que à ce moment-là, et c'est un autre élément qu'il faut prendre en compte, il y a un débat à l'Organisation des Nations Unies pour l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour et d'une résolution qui incite la France à aller vers l'indépendance. Et par conséquent, on voit combien les putschistes préparaient quelque chose, mais au fond, ils ne savaient pas très bien comment faire. Leur grande idée, c'était refaire le 13 mai. C'était l'idée fixe, parce que au fond, ça a été un succès extraordinaire, puisqu'il a suffi qu'il y ait des manifestations d'Européens d'Algérie, que l'armée se joigne à eux, qu'il y ait plus ou moins une menace d'intervention de l'armée à Paris, avec des réunions qui se sont tenues ici même, rue de Solferino, et l'affaire s'est débloquée miraculeusement, en grande partie, en quelques jours, et avec la grande conscience républicaine de René Coty qui a fait appel à De Gaulle, et les choses se sont apaisées. Mais au fond, l'idée fixe des putschistes, c'est de refaire le 13 mai et d'obtenir qu'il y ait une reculade de la part de Paris, de la part de De Gaulle, et au fond, c'est l'idée un peu folle de Chasles, parce que si il y a un homme dont on aurait pu penser que jamais il n'aurait été putschiste, c'était bien le général Maurice Chasles, républicain, qui était un homme tranquille, un homme qui était absolument pas un exalté, absolument pas un révolté, et qui va se lancer dans le putsch en disant, eh ben voilà, mon plan marchait très bien, le plan Chasles, nous avons réussi à mettre les Djounoud par terre, en Oranie, nous sommes en train de le faire en Kabylie, nous allons le faire dans le Constantinois, et il y a ce rouleau compresseur. Et je peux vous dire, moi, que ayant lu le journal de Ben Tobal, c'est-à-dire un des principaux chefs FLN, le journal de Ben Tobal va bientôt être publié en Algérie. Il explique comment, à l'intérieur des Katibas, la terreur règne, parce que le plan Chasles réussit parfaitement à casser les Katibas, à casser l'armature politico-militaire du FLN, et comme il y a les barrages des deux côtés, eh bien l'ALN ne peut plus recevoir de renforts, ou alors s'ils en reçoivent quelques-uns un tout petit peu, les gens sont coincés dès qu'ils franchissent le barrage, et par conséquent, Chasles
a l'illusion que si on le laissait continuer encore 3 mois, 6 mois, eh bien, il mettrait la rébellion par terre et que il offrirait l'Algérie pacifiée au général de Gaulle. C'est une illusion, évidemment, parce que ce qui est une illusion, c'est de croire que cette affaire n'était qu'une affaire militaire. C'était une affaire politique, c'était une affaire de politique étrangère, c'était un contexte à la fois de guerre froide et de décolonisation, et que ça ne pouvait pas être réglé uniquement sur le plan militaire. Et par conséquent, en effet, les putschistes attendaient un moment, et le moment qui a tout déclenché, évidemment, c'est la conférence de presse du 11 avril 1961 du général de Gaulle, qui était particulièrement malvenue. Je veux dire, il a parlé ce jour-là un langage particulièrement cru, net, je dirais, sans langue de bois, mais d'une telle façon que cela a révolté même des gens qui lui étaient les plus fidèles. Jules Roy, par exemple, dit mais il a parlé un langage d'épicier. En effet, qu'est-ce que dit De Gaulle? Il dit la décolonisation est notre intérêt. L'Algérie nous coûte plus qu'elle ne nous rapporte. Et par conséquent, pas de problème, il faut la larguer. Oui, mais ça n'est pas comme ça que les choses peuvent se passer. Et par conséquent, il y a vraiment, à ce moment-là, une révolte qui se fait parmi les militaires qui ont reçu des consignes pendant des années et des mois. Il faut tenir, nous resterons en Algérie, et De Gaulle lui-même l'a dit. Hein. Alors, peut-être que, au fond, moi, j'aurais envie, parce que j'ai tout de même j'ai des documents secrets que je vais vous révéler là, dont je dis un mot dans mon livre. Hein. De Gaulle, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette photo là, parce que il faut bien le dire, De Gaulle a un courage extraordinaire. Vous voyez combien il est entouré par des officiers de toutes sortes. Bien sûr, il pourrait y avoir un attentat, et là, il n'y en a pas eu, mais il a le courage d'aller au contact, d'aller les voir, de leur parler, et de leur dire des choses tout à fait extraordinaires. Alors, je vais vous dire ce qu'il leur dit. Il leur dit ceci. L'Algérie de demain ne sera pas l'Algérie d'hier. Alors, que sera-t-elle? Certains parlent d'indépendance, que j'appelle, moi, sécession. Ferrat Abbas et sa bande. Mais dans ce pays, la misère est trop grande. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et il continue. L'Algérie, sous une forme ou sous une autre, demeurera sans aucun doute liée à la France, d'autant qu'il y a ici 1 million de Français qui ont le droit d'y rester et qui y resteront. D'autant qu'il y a des musulmans qui nous demeurent attachés, etc., etc. Donc, et il dit, l'Algérie ne sera pas comme avant. Qu'est-ce qu'elle sera exactement? Je n'en sais rien. Mais tout cela n'est pas pour demain. Et il dit aussi, la guerre durera ce qu'elle durera, des mois et des mois, mais il n'y aura pas de Dien Bien Phu en Algérie. C'est extraordinairement important, ce terme. Vous savez probablement que c'est la phrase qui a été le détonateur du 13 mai, du coup de force du 13 mai. C'est ce qu'a dit Robert Lacoste. Nous nous préparons à un Dien Bien Phu diplomatique en Algérie. Ça a explosé. Eh bien, De Gaulle reprend lors de cette tournée des popotes ce mot en disant non, il n'y en aura pas. Donc, si vous voulez, je ne suis pas là pour justifier ni pour excuser, mais pour expliquer l'attitude d'un certain nombre de militaires qui ne savent plus où ils en sont et qui sont perdus par rapport à cette affaire d'Algérie, et qui, évidemment,
entendant le général de Gaulle dire l'Algérie nous coûte plus cher qu'elle nous rapporte et maintenant qu'elle parte au diable si on veut, eh bien évidemment, il se révolte. Et c'est un baroud d'honneur. Alors précisément, justement, c'est aussi la diversité des motivations et la diversité des types d'engagement des putschistes que vous montrez bien. On parle de carteron de généraux en retraite, mais en fait, ce carteron, c'est des motivations extrêmement diverses qui les animent. De Edmond Jouot, le général Pied-Noir, qui lui veut créer en quelque sorte une espèce d'irréversibilité dans le putsch, qui est peut-être celui qui envisage le plus une attaque en métropole, à Chal, qui effectivement envisage d'offrir l'Algérie pacifiée et la guerre gagnée sur un plateau à De Gaulle. Et puis, vous montrez aussi qu'au sein des putschistes, il y a un conflit de génération entre les généraux et les colonels, puisque c'est peut-être chez les colonels... Et les capitaines et les lieutenants. Aussi, et les lieutenants, des gens comme Lacheroy, des gens comme Argout, des gens comme Godard, des spécialistes de la guerre psychologique, de la guerre contre-insurrectionnelle, rompus donc à la guerre d'Indochine, qui sont peut-être un petit peu, le moteur du putsch. Mais alors, du coup, peut-être question subsidiaire, est-ce que ce fameux carteron de généraux a été un moteur ou est-ce qu'il a finalement pas été un frein pour le putsch? Vous avez probablement raison, c'était un carteron au fond improvisé. Et comme je crois l'avoir dit à un moment dans une des interviews précédentes, au fond, le putsch a réussi parce qu'il a été improvisé et qu'il a surpris tout le monde. Le putsch a échoué parce qu'il était improvisé. C'est-à-dire que il va de soi que Chal ne supportait pas Salan, que Salan n'avait qu'une idée, c'était que c'était lui le patron, alors que là, pour l'instant, c'était Chal, que les motivations des uns et des autres étaient tellement différentes que on pouvait penser que ça n'était pas suffisamment préparé et que par conséquent, cette improvisation a été la cause essentielle de l'échec. La meilleure preuve, c'est que quand Chal arrive à Alger, il se rend compte que les choses ne sont pas aussi bien préparées qu'on le pensait, que quand on pensait que c'était le premier régiment étranger de parachutistes, le premier REP, qui devait être le fer de lance, eh bien, il faut que ce soit Chal qui aille convaincre Denoy de Saint-Marc, commandant en second, de s'y mettre, etc. Par conséquent, oui, il y a eu des désaccords, au fond, non seulement des désaccords, mais au fond quelque chose qui n'était pas préparé ensemble. Vous savez que Salan était en Espagne, et par conséquent, comment faire pour que on se rende compte? Il y a eu des contacts entre Chal et Jouot, entre Chal et Geder, etc. Mais au fond, ils se retrouvent là un peu, allez, j'allais dire par hasard, mais en tout cas, ils sont dans la même galère et ils n'en sortiront pas. Et le conflit de génération, alors, cette jeune génération, vous expliquez assez bien l'opposition entre, d'un côté, des colonels, qui ont pour beaucoup servi en Indochine, et puis il y a quelques soldats perdus, effectivement, comme Saint-Marc, comme le fameux Kraptambour également, Pierre Guillaume, des gens qui, paradoxalement, s'engagent dans ce push comme une espèce de baroud d'honneur, sans véritablement croire à ses chances de succès. Oui, en effet, clairement, l'Indochine a joué un rôle essentiel, à la fois parce que, au fond, quand ils sont en Algérie, ils se disent, bon ben, on a perdu l'Indochine, on a été obligé d'abandonner l'Indochine, mais l'Algérie, c'est pas pareil. L'Algérie, c'est des départements français. On va pas encore recommencer. On ne va pas abandonner l'Algérie. Ça n'est pas possible. Nous avons déjà, et il y a quand même, parmi ces gens-là, la conviction que ça suffit. Des défaites successives, cela suffit. Il y a eu l'Indochine, mais il y a eu aussi Suez. Suez a joué un rôle essentiel
dans cette affaire-là, parce que écoutez, c'est très simple. Moi, je me souviens très bien. Tous les véhicules des régiments de la Légion, de la 10e d'épée en particulier, étaient tous repeints en jaune sable. Et pour Suez, évidemment. Quand ils sont revenus, on les a pas repeints en kaki, etc. Et quelque chose de très facétieux, c'est que lorsque, en 61, à la fois le général Gambiez et le général Saint-Hillier font la chasse au premier régiment étranger de parachutistes, qu'est-ce qu'ils voient arriver? Ils voient arriver des jeeps et des camions GMC de jaune sable. C'est-à-dire que on voit très bien la filiation, l'Indochine, Suez, ça suffit. On a suffisamment reculé en Algérie, on tient et d'ailleurs on gagne. Donc on veut aller jusqu'au bout. Ah, puisque vous parlez de Suez, c'est quand même peut-être un angle, je dirais pas caché, c'est le rôle souvent attribué aux Américains et en particulier autour de l'explosion gerboise verte, justement. Alors, est-ce que vous pensez que véritablement l'explosion nucléaire a été l'une des clés du putsch, que la possibilité d'un chantage nucléaire a été à un moment envisagée par les putschistes? Et quel était, à votre avis, le rôle des Américains, si tant est qu'il y a eu un rôle? Oui, alors, d'abord, je ne crois pas qu'il y ait un lien entre gerboise verte, précisément, et les Américains. Je crois que l'idée du chantage nucléaire, ça a été à un moment caressé. Ça m'a beaucoup amusé de faire allusion à cela. Et oui, et à la façon dont ça s'est passé concrètement sur place, etc. Bon, une fois terminé, voilà, j'ai voulu donner un peu dans l'anecdote, c'est intéressant, voilà. Mais plus intéressant que ça, en effet, c'est la question des Américains. Alors, s'il y a un lien, le lien, c'est par rapport au fait que De Gaulle souhaitait construire une force de frappe indépendante. On est en plein, puisque ça va être le 4e essai atomique, et que, comme on le sait, les Américains ne sont pas du tout favorables à ce que la France acquiert une force nucléaire indépendante. Et par conséquent, la seule petite connexion qu'il peut y avoir, c'est que, au fond, chez les putschistes, que ce soit Chasles, Jouot, Salan, Zeller, l'idée c'était, puisque nous sommes dans l'OTAN, il faut jouer à fond la carte de l'OTAN. Et par conséquent, dire aux Américains et à l'OTAN, vous nous aidez, vous nous soutenez, et bon, si vous nous soutenez, eh bien, pour l'Algérie, nous pouvons être un peu plus conciliants en matière stratégique, nucléaire, etc., et en matière d'alliance atlantique. Ce que De Gaulle ne voulait absolument pas. De Gaulle, pour lui, c'était une force de frappe indépendante, et il n'était pas question d'accepter des armes nucléaires américaines en France, etc. Et par conséquent, de ce point de vue-là, c'est vrai que les putschistes, dit de façon très large, avaient le sentiment qu'ils pouvaient être soutenus par les Américains dans la mesure où une nouvelle direction politique en France serait plus conciliante du point de vue de l'OTAN. Cela étant dit, il ne faut pas trop les chercher. Il y a eu probablement des contacts par le biais de la CIA. Il y a eu probablement des on-dit, des racontards, des bobards, etc. qui se sont... Mais je ne crois pas que ça ait été beaucoup plus loin. Alors, bien sûr, dans mon livre, je donne toute une série d'éléments, et De Gaulle lui-même hésitait, se demandait, il aimait bien voir les Américains un peu partout, sans aucun doute, la main des Américains. Mais il n'en était pas sûr, en tout cas, il essayait de savoir
comme il le faisait souvent, en lançant l'idée, en voyant si son interlocuteur allait rebondir et lui apporter une confirmation. Mais de mon point de vue, c'est uniquement cette connexion OTAN, force française, qui était à ce moment-là très bien imbriquée dans l'OTAN, très heureuse de participer à la modernisation de l'armée française grâce à l'OTAN, et par conséquent, oui, il y a eu évidemment quelque chose qui a fait que on pouvait penser que les Américains n'ont pas été dans le coup, mais auraient très bien vu qu'un autre pouvoir s'installe en France et soit plus conciliant avec eux. Voilà. Et s'il y a eu, imaginons, vous avez dit qu'il était possible qu'il y ait eu des contacts avec la CIA. Oui. Si De Gaulle a pensé ou su que ces contacts avaient eu lieu, on peut imaginer quand même qu'il a considéré les généraux du putsch d'une manière particulièrement sévère, parce qu'il devait assimiler ça à de la trahison. Oui, oui, mais absolument. Malheureusement, la trahison, elle est omniprésente. C'est un autre élément essentiel de ce putsch, c'est que la trahison, elle est partout, partout, y compris dans les services les plus secrets, les plus durs. À un moment donné, d'ailleurs, je cite le dialogue entre Chaban et Mesmer. Chaban qui dit à Mesmer, mon vieux, j'ai l'impression que nous sommes trahis. Et Mesmer répond, oui, nous sommes trahis de toutes parts. Y compris dans la sécurité militaire, il y a des gens... et ça me permet de revenir à la porosité. Je veux dire par là qu'il y a, en effet, des gens qui se posent des questions et qui se demandent, qui sont... juste au bord du précipice. Voilà. Alors, une dernière question. Vous avez, pas une dernière question, mais sur le putsch en lui-même, en devenir à De Gaulle. Est-ce que finalement, l'une des clés de l'échec, c'est pas que c'est resté un putsch purement militaire, et qu'à aucun moment on a cherché le contact direct avec la population algérienne? C'est une limite que pose Chal finalement dès le début. Pas de contact avec les populations. Oui, Chal ne voulait, était très réticent à l'égard des Français d'Algérie, et il craignait beaucoup leur réactivité, leur nervosité, et c'est vrai que les pieds noirs sont connus pour être un peu nerveux. Bon, donc il ne voulait pas les mettre dans le coup, et là encore, les précédents historiques sont essentiels, c'est les barricades. Je veux dire par là, les barricades, tout de même, tout à l'heure vous l'avez très bien dit, le putsch ne fait qu'une victime, c'est une victime de trop, mais les barricades, il y a des gendarmes français qui sont tués, il y a des manifestants qui sont tués, etc. C'est quand même le sang français a coulé. Et là, ce que Chal veut absolument éviter, c'est de recommencer ce genre de choses. Donc, en effet, la population a été tenue à l'écart et un certain nombre de gens s'en sont plaints, je veux dire des Français d'Algérie, et d'ailleurs, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a eu une association entre des civils et des militaires dans le cadre de l'OS. Mais ça, c'est une autre affaire. Je ne veux pas en parler, bien que j'ai vu beaucoup d'archives, mais ces archives me font horreur, et donc je n'ai pas envie d'en parler. Alors venons-en au général de Gaulle lui-même. Vous avez souligné finalement sa solitude. Mais alors à votre avis, au cours de ces 4 jours et 5 nuits, quelles ont été ses interventions véritablement décisives? En quoi son rôle a-t-il été décisif en dehors de la fameuse intervention, effectivement, français, aidez-moi. En quoi peut-on considérer qu'il a été le facteur, finalement, qui a conduit le putsch à l'échec? Je crois que il a été ébranlé. Il a été ébranlé. Je crois que c'est au moment d'un conseil des ministres, mais si c'est pas au conseil des ministres, autrement. Et je crois que oui, il dit à Malraux le plus terrible dans cette histoire, c'est que cette histoire n'est pas sérieuse. Ouais, bien sûr, on peut le dire après. Comme le dit Pierre Racine, on rigole après. Mais au moment, je peux vous le dire, on ne rigolait pas.
on ne rigolait pas du tout. Dire par là que l'État a été ébranlé, bel et bien ébranlé. Il n'y a qu'à voir les réactions des personnes qui ont maintenant passé un certain âge, et si vous leur parlez du putsch, inévitablement, ces personnes vont vous dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que l'on a dit, voilà ce qu'on a fait. Une personne qui habitait tout près dans le 7e arrondissement, lorsque je lui ai envoyé l'annonce de mon livre, a dit ah oui, je me rappelle très très bien. Mes parents ont immédiatement décidé de remplir d'eau les baignoires de l'appartement. Pourquoi ? J'ai pas très très bien compris. Je suppose que c'est un souvenir de la Seconde Guerre mondiale, des histoires comme ça, mais c'est extrêmement net. De ce point de vue-là, il y a eu un choc. Le choc a été important. Il a duré du samedi matin au lundi dans la soirée, c'est-à-dire que c'est très court. C'est extrêmement court, mais le choc a eu lieu et De Gaulle a tenu bon. Alors, attention, il a tenu bon, comme je l'ai dit, il est seul. Mais il y avait quand même, grâce à l'agenda que j'ai pu consulter ici, etc., on voit quand même sur qui il peut compter. Il compte sur, d'abord, Joxe, Louis Joxe. Parce que, tout de même, Louis Joxe fait une mission à très haut risque. Il part aussitôt avec une caravelle, et puis il va en Algérie avec le général Ollier, et il va essayer de mettre un peu d'ordre dans un territoire qui est sans dessus-dessous. Or, je ne vais pas vous raconter tout cela, mais à plusieurs reprises, l'avion de Joxe et lui-même et Ollier sont à 2 doigts d'être pris aux pattes et coffrés. C'est vraiment quelque chose qui serait susceptible d'un véritable film d'aventure. À un certain moment, les paras arrivent juste au moment où la caravane est en train de décoller. Donc il y a des hommes qui tiennent avec De Gaulle. C'est Joxe, c'est Ollier, c'est Georges Pompidou, c'est Michel Debré. Il ne faut pas oublier Michel Debré, parce que on a beaucoup critiqué, ridiculisé Michel Debré, qui dans la nuit fait un discours. Il est malade, il était malade déjà 48 heures avant, il est encore mal fichu, il prend la parole, il est un peu exalté comme toujours Michel Debré, mais il s'est ressaisi. Lui qui ne savait plus très bien où on en était, à partir du moment où il y a le putsch, il devient l'homme qui essaye de remettre l'État sur ses rails, et il y réussit. Et par conséquent, De Gaulle est seul, mais il y a eu tout de même autour de lui un certain nombre d'hommes politiques, de généraux, de personnes qui l'ont aidé dans cette affaire-là et qui l'ont encouragé. Et par conséquent, oui, il a tenu bon dans un État qui était en train de s'effondrer. Dont ces futurs chefs d'état-major des armées, d'ailleurs Ayret et Fourquet, oui. Tous les deux des généraux loyaux. Oui, bon, alors je n'ai pas trop envie d'entrer dans cela parce que il y a un certain nombre en particulier dans les papiers de Pierre Lefranc, aux Archives nationales, des indications qui sont moins nettes que ce que vous venez de dire, et j'ai pas envie de rentrer dans le détail là, mais en tout cas, oui, en Algérie, attention, il y a quand même des généraux qui tiennent le coup, des colonels qui tiennent le coup. Le colonel Bocquet, Paul Rivière, le chef de la sécurité militaire à Alger, qui prend son coffre et qui file se mettre de côté. L'administration préfectorale, les préfets tiennent le coup et ils passent dans le bled et ils résistent. Ils font en sorte de maintenir une liaison radio. Donc, non, il y a des gens qui ont tenu. L'armature préfectorale a tenu, d'une certaine façon. Mais voilà, à côté de tout un monde qui non pas fléchissait, mais qui hésitait, qui était
en train de basculer d'un côté ou de l'autre, qui attendait de voir comment les choses allaient basculer. Et puis les choses ont basculé du bon côté, si je veux dire. Peut-être une dernière question. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le putsch, à la lumière de ce qu'il a fait ensuite en politique étrangère et aussi en politique intérieure, que le putsch a changé De Gaulle d'une certaine manière? Le putsch a changé certainement la Ve République, parce que De Gaulle, qui n'avait qu'une idée, c'était d'utiliser l'article 16. Il avait voulu déjà l'utiliser lors des barricades. Là, il est tout heureux parce que il va pouvoir utiliser l'article 16. Alors, autour de lui, il y a des gens qui sont moins sûrs. Jean Foyer se pose des questions, etc. Mais De Gaulle va même plus loin que cela. C'est pas uniquement le recours à l'article 16. C'est que dans les conseils des ministres, il dit, attention, l'article 16, c'est l'occasion de réformer l'État. Il faut tout réformer. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir l'article 16 en vigueur pendant plusieurs mois, même plus longtemps. Or, les hommes politiques, toutes les forces politiques n'ont qu'une idée, c'est que De Gaulle règle l'affaire d'Algérie et puis qu'il fiche le camp, qu'il laisse les Français tout seuls. Or, dans l'idée de Gaulle, c'est pas du tout ça. L'idée de Gaulle, c'est on termine l'affaire d'Algérie et enfin, on va pouvoir s'occuper de la France. Donc, il y a là aussi une espèce de contradiction où on voit combien la vision de Gaulle est très longue échéance, puisque oui, il va devoir abandonner l'article 16 en septembre, mais l'année suivante, il va reprendre la chose avec l'élection présidentielle, le suffrage universel. Alors, je voudrais vous laisser juste le mot de la fin. Maurice Weiss, vous avez vécu la semaine des barricades en étant en Hippocagne au lycée Bugeaud, à Alger, si je me souviens bien, et l'année du putsch, vous étiez à Louis-le-Grand. Et vous écrivez que vous avez accueilli le putsch avec un mélange de surprise, de scepticisme et d'illusion. Alors, est-ce que finalement, vous pourriez expliciter un petit peu ces trois sentiments? Oui. Simplement pour l'exactitude, c'est pendant mon année d'Hippocagne au lycée Bugeaud qu'a eu lieu le putsch en avril 61, et c'est la raison pour laquelle tous mes professeurs d'Hippocagne m'ont dit: écoutez, avec tout ce qui se passe depuis plusieurs années, manifestations presque quotidiennes, grèves persistantes, attentats de tous les côtés, etc., pour l'année du concours, vous ne pouvez pas rester ici. Si vous avez une chance d'avoir le concours, d'intégrer, il faut que vous partiez. Bon, j'avais jamais quitté mes parents. Partir comme interne, et j'ai été admis à Louis-le-Grand, c'était une expérience étonnante, un peu dure. Parce que, autant vous dire que quand je suis arrivé à Louis-le-Grand, comme je venais d'Algérie, j'étais considéré comme un fasciste. Tranquillement. Mais pendant le putsch, j'étais à Alger, en Hippocagne, et l'idée c'était, au fond, moi je n'y croyais pas beaucoup, parce qu'on voyait très bien se dessiner la politique du général de Gaulle allant vers l'indépendance. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer parce que il faut être dans le bain. Tout d'un coup, la musique militaire, les défilés, l'exaltation, les drapeaux aux fenêtres, etc. Tout ça, ça me donnait une espèce d'illusion que les choses peut-être allaient changer. Comment ? On n'en sait rien, mais voilà. En tout cas, ça a été de brève durée, et ensuite tout ça est retombé très bas, et la crise qui a suivi le putsch a été terrible, et je voudrais, pour terminer, si vous voulez bien, faire référence à quelque chose auquel les gens qui n'y ont pas été ne peuvent pas comprendre. C'est l'importance des médias, l'importance de la radio, l'importance de ce que les gens colportaient comme fausses nouvelles. On parle beaucoup maintenant des fausses nouvelles, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que dans un
pays comme l'Algérie, dans une espèce de vase clos comme Alger, les choses pouvaient les mauvaises nouvelles, les bruits faux pouvaient se colporter et aboutir à ce que, en effet, toute une ville soit en révolte contre le pouvoir. Le fait que les gens attendaient le soir d'avoir un pilon et une casserole, et comme il y a un an, les gens étaient à leur fenêtre pour applaudir les infirmières, là, les gens étaient à la fenêtre pour taper les 5 coups d'Algérie française. Voilà. D'accord, bah écoutez, merci infiniment Maurice Weiss, et puis je trouve qu'on a retrouvé un petit peu la passion, justement. Ah désolé. Oui, au contraire, bien, justement, qu'on retrouve également dans cet ouvrage, justement, qu'une lecture, donc c'est un beau livre d'histoire, c'est également un beau livre personnel, justement, et donc c'est un livre donc aux éditions Odile Jacob dont véritablement on vous recommande très très chaleureusement la lecture. Merci Arnaud, et donc merci infiniment donc, merci pour à vous. cette présentation. Merci Frédéric. Merci.